Merci beaucoup pour votre présence dans cet atelier. Donc on change un petit peu de format cet après-midi. On passe du format table ronde au format atelier, donc, qui se veut un petit peu plus interactif, et je vous encouragerai à poser beaucoup de questions dans la seconde partie dédiée aux échanges. Donc on est très heureux de pouvoir accueillir 4 intervenants qui porteront chacun des vues très précises sur le sujet. Et on a la chance d'avoir un panel complet en fait sur ce sujet, avec Monsieur Manchon, directeur adjoint réseau de la Creux, Amira Belazougui, senior analyste chez Clean Horizon, Monsieur Christophe Gros, donc directeur du pôle transition énergétique chez Enedis, et Raphaël Boine, donc responsable service électrique chez Valorem. Donc c'est ce sujet d'actualité qu'on va adresser aujourd'hui, qui est la question des centrales hybridées. C'est un sujet qui rejoint un petit peu toutes les questions qu'on a pu avoir sur cette journée, qui a été un petit peu un fil rouge. Comment gérer les prix négatifs, comment gérer ce genre de situation. Et finalement, de manière conjoncturelle, aujourd'hui, on se pose vraiment la question comment percevoir ce genre d'installation composée d'installations de stockage et d'installations de production photovoltaïque. Ce sont les sujets qu'on traite chez France Renouvelable en commission réseau et nouveaux usages. Si vous n'êtes pas encore des habitués, n'hésitez pas à vous engager dans ces travaux. Donc sans plus attendre, après ces premiers propos introductifs, je vais donner la parole à Monsieur Manchon pour évoquer un petit peu le cadre général autour de cette situation. Bonjour à tous, donc Adrien Manchon, je suis directeur adjoint des réseaux à la Creux. J'ai le plaisir de pouvoir introduire cette table ronde pour évoquer un petit peu les enjeux liés à la flexibilité du système électrique et au stockage. Et je pourrais revenir dans une deuxième partie sur les perspectives, notamment réglementaires, liées à l'hybridation. Dans les enjeux du système électrique, on voit en France qu'il y a une très forte accélération du développement de la production renouvelable, et c'est notamment le cas pour le solaire. Donc là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Mais c'est pour passer les slides. Merci. Super, pardon. Je pense que je ne vous apprends rien, mais il y a eu 5 gigawatts de nouvelles capacités solaires installées en 2024. Il y en avait eu 3 en 2023. Donc on voit qu'il y a une accélération, et cette accélération devrait se poursuivre dans les prochaines années. À date, à fin 2024, on était à 24 gigawatts de capacité solaire. Les prévisions, alors il y a les scénarios de RTE. J'aimerais bien vous dire qu'on a un scénario PPE, mais ce n'est pas le cas à ce jour. On est autour de 50 gigawatts en 2030, ce qui correspond à la prolongation finalement de cette tendance de à peu près 5 gigawatts par an. L'impact de ce développement, c'est une modification de ce qu'on appelle la courbe de demande résiduelle, donc la courbe de consommation à laquelle on retranche la production renouvelable fatale. Et ça a été très clairement mis en évidence par RTE dans son bilan prévisionnel. On voit que finalement, d'ici 5 ans, en 2030, on a une courbe de consommation résiduelle qui va très nettement à la fois baisser sous l'effet de l'ensemble de la production renouvelable, mais également se creuser très fortement la journée au moment du pic solaire. Et donc ça, c'est un effet très net au niveau du système électrique, avec une forte production solaire, notamment l'été, au moment des heures méridiennes. En termes de conséquences pour le système électrique, on a pris à la Creux une première décision donc dans les tarifs d'utilisation des réseaux, qui a été de demander à décaler les plages d'heures creuses qui orientent notamment la flexibilité de la consommation. L'idée de ce décalage, c'est donc de modifier les heures creuses qui étaient historiquement majoritairement la nuit pour les mettre en journée, et le cas échéant de saisonnaliser, et donc d'avoir des heures creuses en journée l'été. Donc là, il y a un déploiement progressif qui est en cours et qui touchera à peu près 11 millions de clients en distribution. Donc on voit qu'il y a un gisement de flexibilité qui est important du côté de la consommation. Néanmoins, il demeurera limité. On voit et on sait que le gisement des ballons d'eau chaude, qui est un gisement de flexibilité important de la consommation, représente entre 5 et 10 gigawatts, alors plutôt l'hiver que l'été. Donc par rapport à la cloche solaire, ça n'arrive pas forcément au bon moment. Et RTE anticipe que le pilotage du véhicule électrique amènera à peu près un gisement de flexibilité de l'ordre de 5 gigawatts. C'est non négligeable, mais par rapport à cette dynamique de développement de la production solaire, on voit qu'on est sur un gisement qui sera insuffisant. La
traduction concrète de ces évolutions, c'est une accélération des phénomènes de prix négatifs sur les marchés. Alors, on avait au premier semestre de cette année 436 heures jusqu'au 31 août. Je n'ai pas les derniers chiffres avec le début du mois de septembre, ce qui a fait environ 10% des heures. Et on voit que c'est une croissance par rapport aux tendances des dernières années. Il y avait seulement 147 heures en 2023. Donc on voit un très fort accroissement du phénomène de prix négatif qui marque finalement un déséquilibre entre une production plus importante que la consommation. Et ce déséquilibre, on le retrouve aussi chez nos voisins européens, chez lesquels il y a un très fort développement de la production renouvelable et notamment solaire, notamment en Allemagne et en Espagne. C'est pour ça que d'autres leviers de flexibilité seront nécessaires. Et de ce point de vue-là, le stockage constitue un levier de flexibilité important qui peut tirer parti, par exemple, d'épisodes de prix négatifs pour se charger et se déstocker au moment où les prix sont plus élevés. Et enfin, donc là, c'était du point de vue vraiment du système électrique, du point de vue du réseau. On a notamment lancé une consultation publique sur le schéma national de développement du réseau de RTE. Donc c'est le plan, finalement, plan de développement à 10 ans du réseau de transport d'électricité en France. Ça représente à peu près 100 milliards de dépenses d'ici 2040. Dans ces 100 milliards de dépenses, il y a à peu près 16 milliards qui seront dédiés au raccordement de nouveaux utilisateurs terrestres, donc industriels ou production énergie terrestre, et 14 milliards pour adapter la structure du réseau aux nouveaux flux. 2 points marquants de cette consultation, sur laquelle on vous invite à répondre si vous le souhaitez également. RTE a réalisé un retour d'expérience de ce qu'on appelle le dimensionnement optimal du réseau, c'est-à-dire ne pas dimensionner le réseau pour permettre à l'évacuation de l'ensemble de la production, mais considérer qu'un faible volume d'écrêtement de l'ordre de 0,5%, donc vraiment l'extrême pointe quand les conditions sont les plus favorables, permet d'éviter des renforcements coûteux. Le retour d'expérience de la période 2020-2024 montre que ce dimensionnement optimal a permis d'éviter de l'ordre de 1,8 milliard de dépenses additionnelles dans le réseau, ce qui a représenté de l'ordre de 18 gigawatts de capacités qui ont été créées instantanément par cette nouvelle méthode de dimensionnement. La contrepartie, ce sont des écrêtements, et ça on le sait, qui ont atteint 15 millions d'euros en 2024. Mais quand on compare les ordres de grandeur, on se rend compte que ces écrêtements sont bénéfiques pour la collectivité dans son ensemble et ont permis de diminuer les coûts pour le réseau. Néanmoins, le stockage pourrait permettre de réduire ces écrêtements pour utiliser l'énergie au meilleur moment. Donc ça constitue une opportunité pour finalement encore mieux valoriser le dimensionnement optimal du réseau. Par ailleurs, RTE, dans cette étude, a mené une étude spécifique sur l'intérêt de l'utilisation de la flexibilité pour réduire les dépenses dans le réseau, donc au-delà du dimensionnement optimal. Ce que montre cette étude, c'est que l'utilisation du stockage, notamment en faisant de l'arbitrage sur les marchés de l'électricité, donc se stocker en journée, se décharger la nuit, permettrait une optimisation globale du système s'il est bien positionné, donc plutôt là où il y a de la production PV. Et cette optimisation globale du système représenterait de l'ordre de 500 millions d'euros de dépenses additionnelles sur la période du schéma décennal. Donc dans ces zones, finalement, le développement du stockage permettrait de réduire les dépenses d'investissement. Ce qui nous amène à la conclusion finalement qu'on en tire à la Creux, c'est que le lancement d'un certain nombre d'appels d'offres par les gestionnaires de réseau, soit pour résoudre des congestions, soit pour se substituer ou limiter les besoins d'investissement dans certaines zones préidentifiées, permettent globalement de réduire les coûts pour le réseau, et on soutient la généralisation de l'ensemble de tels appels d'offres, là où bien sûr c'est pertinent, et les zones où il y a des contraintes liées à la production solaire nous semblent les zones les plus pertinentes pour cela. Alors, merci beaucoup pour cette première approche systémique sur ce sujet qui replace bien l'intérêt du stockage dans le périmètre actuel. Mais on a la chance du coup d'avoir Christophe Gros aujourd'hui d'Enedis autour de cette table pour pouvoir aussi porter la vision du gestionnaire de réseau de distribution sur ce sujet et comment effectivement cette vision de la Creux est partagée dans une certaine mesure aussi par Enedis. Oui, merci de l'invitation à cette table ronde. Finalement, Adrien Manchon a dit beaucoup de choses, et effectivement, c'est des enjeux qu'on partage très largement. Évidemment, le stockage présente une valeur pour le système électrique. Alors, c'est important de le préciser parce que, disons, généralement, nous, la question qu'on nous pose, c'est le stockage présente une valeur pour le réseau.
Et en fait, quand les gens disent une valeur pour le réseau, tu ne sais pas si ils pensent justement au réseau au sens réseau de distribution, réseau de transport ou au système électrique dans son ensemble. Bon. Pour le système électrique, il n'y a pas débat. Le stockage peut améliorer la gestion de l'équilibre offre-demande, il peut participer au service système et il peut fournir aussi finalement aux opérateurs une capacité d'arbitrage. Je stocke finalement quand l'énergie est pas chère et je déstocke quand l'énergie a un prix qui est plus élevé. Ce qui peut contribuer d'ailleurs aussi à lisser les prix de marché eux-mêmes. Donc on a un intérêt global du stockage pour le système électrique, on a un intérêt global des flexibilités pour le système électrique. Et c'est même une nécessité. On a un système électrique qui, ça a été très largement documenté par RTE, par la Creux, qui a de plus en plus besoin de flexibilité. À titre finalement d'illustration, l'article 175 de la loi de finances a renforcé aussi les incitations pour que des sites de production, y compris raccordés au RPD, puissent participer au service système, au mécanisme d'ajustement. Il y a bien cette idée qu'on aille chercher toutes les flexibilités parce qu'on en a besoin. On gère le système électrique, un système électrique différent du système qu'on connaissait un peu traditionnellement avec des grandes centrales de production et un ajustement de la consommation, de la production à la consommation, une consommation finalement largement inflexible et puis des centrales qui s'adaptent. Et on a un système qui est beaucoup plus réparti avec des productions ENR et donc toutes les flexibilités pour le coup sont bonnes à prendre et nécessaires. Maintenant, quand on regarde justement le réseau, quand on reparle du stockage, finalement, d'abord, disons-nous, un stockage standalone, avant de parler hybridation. Disons, regardons un stockage qui serait tout seul. Est-ce qu'il peut avoir un intérêt local pour le réseau ? La réponse est oui. Enedis, depuis plusieurs années, on s'est inscrit dans cette démarche d'appel d'offres pour développer l'appel à des flexibilités, notamment dans le cadre du dimensionnement optimum. Ça s'appelle dimensionnement optimal chez RTE, Adrien Manchon l'a développé. Chez Enedis, ça s'appelle Reflex. C'est des démarches finalement de surbooking. On a une capacité finalement permise par les réseaux qui est une capacité donnée. On va permettre de raccorder un peu plus de production. Et puis, les heures où on aura une production qui va dépasser les capacités physiques du réseau, on gérera ça avec de la flexibilité. Ça veut dire que quelque part, on crée le besoin de flexibilité. L'approche traditionnelle, c'était de dire on va investir pour que le réseau puisse faire face à toutes les situations. Là, on s'est dit non, on va investir un peu moins. Et comme ça, on a des situations où on sait qu'on va pouvoir les gérer avec des flexibilités. Qu'on va devoir les gérer, qu'on va pouvoir les gérer avec des flexibilités. Il se trouve qu'on a un sous-cas aussi qui est qu'on a dans certaines zones un développement qui a été très rapide de PVBT qui lui-même n'est pas pilotable et qui fait que dans l'attente des renforcements du réseau de transport et puis parfois de distribution, on a un besoin qui est encore plus prégnant de flexibilité. On a lancé encore là très récemment une démarche d'appel d'offres sur ces zones précises. Donc, on fait des appels d'offres. Ces appels d'offres, ils sont technologiquement neutres. Ça veut dire que nous, ce qui compte, c'est les kilowatts. On ne regarde pas si c'est de la modulation de production, de la modulation de consommation ou du stockage. Ce qui compte, c'est des kilowatts. Et ce qu'on peut quand même se dire, c'est que on a dans les périodes de trop de production, qui sont celles vraiment qui sont les plus qu'on adresse le plus, la cloche solaire, tout ce qui a été dit par Adrien Manchon. Dans ces périodes de trop de production, on a souvent une flexibilité qui est sous la main, qui est écrêtée de la production. Cette flexibilité, elle est quasiment tout le temps disponible quand on a la contrainte. Et il se trouve que pour l'instant, quand on a lancé des appels d'offres, c'est ces flexibilités-là qui ont répondu présent et qui finalement ont battu le stockage. Mais pour autant, les stockages peuvent se positionner et puis ils auront l'opportunité de démontrer leur valeur. Peut-être que ce qui était vrai dans le passé ne sera pas vrai dans l'avenir. Et puis peut-être que dans un appel d'offres qu'on va lancer, on aura des stockages qui vont répondre et on s'en félicitera. Alors maintenant, justement, l'objet de la table ronde, l'hybridation, globalement, ce qu'on voit, nous, côté Enedis, c'est que l'hybridation PV plus le stockage, parce qu'il y a une question de vocabulaire, mais disons là que c'est l'hybridation PV plus le stockage, ce qu'on voit, c'est que ça peut présenter un intérêt pour optimiser les ouvrages de raccordement. Et évidemment, le cas d'usage classique, c'est le fait que PV plus le stockage, c'est par exemple 10 MW de PV, 4 MW de stockage, mais qui sont utilisés de façon à ce que la puissance totale soit 6 MW.
Ça ne va pas faire 10 plus 4, mais plutôt 10 moins 4. Dans ce cas-là, hein, eh bien, ce qui va nous être demandé par le porteur de projet, c'est un raccordement à 6 MW. On va construire des ouvrages de réseau pour 6 MW et on va facturer 6 MW au porteur de projet. Autrement dit, l'économie de réseau qui est engendrée par cette hybridation, elle est renvoyée entièrement au porteur de projet puisqu'il va payer moins cher son raccordement. Mais c'est une question qu'on a souvent. Bah oui, mais vous avez une économie, certes, mais c'est vous, porteur de projet, qui allez la capter. Vous me faites une demande à 6 MW au lieu de 10, je réserve des ouvrages pour 6 MW, je te facture 6 MW. Tu payeras donc 40% de moins et même au-delà. Parce que dans certains cas, il y a des effets de seuil. Et finalement, l'économie que tu vas récupérer sera bien au-delà de quelque chose qui est linéaire. Parce qu'avec 6 MW, eh bien, on n'aura peut-être pas à construire des ouvrages qui étaient plus chers quand on passait un seuil à 8, à 9 ou à 10 MW. Donc, à l'évidence, il y a un intérêt possible et même probablement assez majoritaire, puisque dans la grande majorité des cas, on imagine bien que 10 MW de PV plus 4 de stockage, ça fera 6, c'est pas 14, hein, c'est bien le but. Hein. Ce qu'on voit, nous, c'est que c'est quand même assez similaire à l'optimisation qui serait obtenue en bridant la puissance de l'installation de production. C'est-à-dire, si j'ai 10 MW de PV, je peux aussi très bien faire une demande de raccordement à 6, hein, c'est déjà possible. Mais évidemment, la différence, c'est que si tu mets du stockage, tu perdras moins d'électricité et donc tu auras plus d'énergie injectée. Donc, en tant que porteur du projet, ton économie est différente. Voilà, donc il y a un intérêt pour le système, il y a un intérêt pour le réseau au niveau local dans les zones congestionnées et cet intérêt, il pourra être révélé en participant aux appels d'offres. Et puis, il y a un intérêt pour optimiser les ouvrages de raccordement. Après, il y a des questions qui se posent, mais voilà déjà à ce stade le panorama qu'on voulait planter. Merci beaucoup pour ces précisions. Et avec une transition très courte, on va donner la main à Raphaël Boine qui va nous présenter le point de vue du producteur et sa conception technique de l'optimisation finalement qu'on peut penser aujourd'hui quand on met en commun deux technologies. Enchanté d'être parmi vous en tout cas et je vais tenter du coup de développer la vision du producteur sur ces installations hybrides. Alors déjà, pour nous, une installation hybride, c'est une centrale qui va, on va dire, s'architecturer autour de deux technologies sur un même PDL. Donc on a beaucoup parlé forcément du PV plus stockage, mais derrière, on va pouvoir la décliner, nous, en du coup, plusieurs sous-catégories, notamment les installations qui ont une puissance de raccordement qui va être très inférieure à la puissance installée. Donc on est typiquement dans ce cas-là. Et également aussi l'utilisation du foisonnement, puisqu'on est quand même au colloque national éolien. Donc on va parler un tout petit peu d'éolien et après on va éventuellement embrayer sur le stockage assez rapidement. Voilà. Donc typiquement là vous avez un schéma un peu simplifié de ce qu'on peut faire sur un même PDL. Donc c'est d'utiliser en gros le foisonnement entre l'éolien et le photovoltaïque sur un même PDL. Pour optimiser au maximum la puissance de raccordement qui serait demandée au gestionnaire de réseau et de diminuer, on va dire, éventuellement les délais de raccordement, si ça peut être le cas sur une installation déjà présente, si tant est qu'évidemment ces deux installations soient à proximité et dans des distances très raisonnables entre ces deux structures. Voilà, donc ça c'est le cas un peu typique qu'on peut voir dans une première approche. Et ensuite, on a le cas avec l'utilisation de batteries qui a été développée par mes collègues là. Donc typiquement, on va retrouver à nouveau le parc batterie au sein de l'installation photovoltaïque. On va être, on va dire, un petit peu gêné forcément par la puissance installée, qui est aujourd'hui quelque chose de réglementaire qui s'applique à nous, qui est la puissance de 17 MW. Donc ça, c'est une limite qui s'incombe à nous actuellement. Et on va devoir mettre en place tout un tas de systèmes de comptage séparés pour pouvoir justement séparer l'énergie qui vient du parc PV et de l'énergie qui va être gérée par la batterie, avec des questions autour des montages entre les SPV qu'on va pouvoir avoir. Est-ce qu'on a une seule SPV, plusieurs SPV au sein d'un même raccordement? Dans ces cas-là, on rentre dans le scénario hébergeur-hébergé. Voilà, donc ça, c'est pour les grandes lignes. Et ensuite, si on rentre un peu dans le détail de fonctionnement, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'idée, c'est d'aller capter plus de valeur, notamment avec des prix de marché qui vont plutôt s'écrouler en journée et qui vont plutôt augmenter sur la pointe, du coup, le soir, typiquement.
Et donc, quand on a typiquement une limite de raccordement due à des contraintes de raccordement, on va pouvoir déplacer cette énergie et la mettre le soir pour capter encore plus de valeur. Et c'est ce qui va nous permettre de ne pas, de ne pas avoir un écrêtement brut qui ferait que nos centrales du coup, photovoltaïques ne seraient pas rentables. Voilà, donc ça, on va vraiment chercher à aller capter cette valeur. Voilà. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement. Donc, j'espère que vous voyez bien les courbes. Donc, on a la puissance, la cloche solaire qu'on va retrouver, que vous avez en plein milieu, du diagramme, évidemment. La puissance de raccordement qui, elle, va être effectivement inférieure à la puissance solaire qui est installée sur l'installation. Et vous avez ensuite en vert la puissance batterie. Donc, on imagine que la nuit, on peut faire du service système. Ça, c'est très important parce que dans un cas où on ne pourrait pas faire de service système, on n'a pas accès au service système, les installations qui ne feraient qu'un report de charge PV ne seraient pas rentables. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir faire ce service système pour multiplier les revenus, en tout cas, sur la partie batterie. Et donc, vous avez ce fonctionnement de batterie qui viendrait en fait fonctionner au moment où on a la cloche solaire qui est la plus importante. La batterie va rentrer en sous-tirage. Et ensuite, sur la fin de la cloche solaire, pour aller capter des prix qui sont un peu plus importants en soirée, on va pouvoir redécharger la batterie. Donc ça, c'est les grands principes. Et si on regarde d'un point de vue du point de livraison, donc là, c'est la petite courbe que vous voyez en rouge. C'est un petit peu ce que ça pourrait donner. Alors évidemment, après, là, on n'est pas rentré dans les détails. Mais en gros, c'est qu'en gros, on a une puissance injectée la nuit qui oscillerait autour de 0. Et en journée, on aurait une courbe qui serait écrêtée au niveau de la puissance de raccordement. Voilà, donc ça, pour nous, ça présente plusieurs intérêts. Alors la première logique, déjà, c'est déjà de mutualiser des coûts de raccordement ou de les optimiser, comme ça a été dit par Christophe. On a aussi l'opportunité, alors ça c'est pour des centrales qui seraient foisonnées, c'est d'ajouter des petites centrales de petite taille à proximité d'installations existantes. Donc ça, c'est assez important actuellement. On a l'amortissement de tous les coûts fixes, que ce soit des coûts de CAPEX ou d'OPEX. Après, en termes de conduite, c'est aussi une entité à gérer à la place de 2. Donc, c'est des choses qui sont quand même plus simples à faire. Et dans les zones en contrainte, ça permettrait aussi de raccorder des fois les délais de raccordement qui peuvent être relativement longs. Et enfin, ça a été dit à plusieurs fois, mais avec le stockage, on va pouvoir diminuer la puissance de raccordement. Donc, diminuer la puissance de raccordement, ça permet aussi d'offrir des points de raccordement qui vont être soit plus proches, soit sinon avec des ouvrages qui vont être moins dimensionnés. Typiquement, si on peut passer de câbles 400 kAlu à des câbles 240 kAlu, ça va nous coûter moins cher. Et donc c'est là où on vient capter de la valeur, comme l'a dit justement Christophe tout à l'heure. Ensuite, les intérêts communs. Donc forcément, on va limiter la puissance de raccordement en injection. On vient prendre moins de place dans les capacités d'accueil. Et on sait que c'est quelque chose dans les années qui viennent, et on est déjà dedans, qui se raréfie à certains endroits. Voilà. Ensuite, il y a un point aussi que je pense qui est important au niveau du système, c'est qu'on va venir optimiser les taux de charge des ouvrages nouvellement créés. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on a une centrale PV, on va avoir un taux de charge autour de 1200 heures par an sur une installation. Si on y ajoute de la batterie, on va venir optimiser ce taux de charge en le montant peut-être à 2000, 2400 heures, 3000 heures. Et on va vraiment utiliser un ouvrage du réseau public qui va être utilisé à sa juste valeur. Et correctement, en tout cas, s'il est correctement dimensionné, on va pouvoir vraiment en bénéficier pleinement. Voilà. Un des points ensuite qui est intéressant pour le système, c'est justement, en ayant une puissance de raccordement un petit peu plus faible, on va pouvoir bénéficier des capacités constructives qui vont être étendues au regard de la puissance installée. Alors après, ça pose des problématiques au niveau de la réglementaire autour du code RFG, des limites notamment de 18 MW sur les types d'installations. Mais ça offre dans tous les cas un intérêt pertinent pour faire de la régulation de tension, et notamment tout ce qui va être loi Kögel F2U, et de lever des contraintes en tension qui pourraient être sur le réseau de distribution, voire même peut-être aider les contraintes qu'on voit sur le réseau de transport. Et il y a quelque chose qui pourrait arriver dans on va dire à moyen ou court terme, c'est l'utilisation éventuellement de grid forming. Donc ça, c'est des technologies qui sont associées aux batteries actuellement et sur lesquelles, on va dire, les gestionnaires de réseau se penchent pour pouvoir améliorer la stabilité du réseau. Donc le fait de pouvoir bénéficier de cette technologie-là qui est relativement, on va dire, nouvelle pour les batteries,
ça permettrait de garantir une stabilité plus importante. Voilà. Et là, vous avez un petit schéma aussi qui est important pour bien éclairer ce qu'on pourrait gagner en termes de quote-part, notamment autour de la puissance de raccordement. Donc si on a une puissance ENR en deçà, et bien en fait, on vient capter une quote-part un petit peu inférieure de la même manière. Voilà. Alors ce qu'on voit par contre à tout ça, il y a quand même quelques leviers à, on va dire, à aller chercher. Donc notamment la puissance installée limitée aujourd'hui à 17 MW. Donc ça, il va falloir réfléchir avec le législateur à faire, on va dire, à faire évoluer cette barrière actuellement. Et après, il y a des contraintes techniques aujourd'hui qui, du point de vue du producteur, n'ont pas forcément lieu d'être puisqu'on est sur des installations qui ont des faibles courants de court-circuit. La problématique des courants d'enclenchement de transformateurs qui peut un peu faire peur puisqu'on peut avoir des transformateurs relativement importants, des fois au regard de la puissance qu'on va véhiculer sur le réseau de distribution. On a aujourd'hui quelque chose de maîtrisé et de connu. Donc c'est des choses qu'on doit pouvoir discuter ensemble pour pouvoir gérer ces problématiques, on va dire, qui sont là plus de l'ordre technique. Ensuite, il y a une autre contrainte et là qui est plus de l'ordre de la manière d'appréhender les modélisations de calcul côté gestionnaire de réseau, c'est qu'aujourd'hui les installations de stockage, elles peuvent être considérées dans certains cas comme des installations de consommation. Et dans ces cas-là, on n'a pas les mêmes préconisations techniques qui sont appliquées par le gestionnaire. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'était avoir des préconisations qui sont propres à celles d'un producteur, puisque la centrale, elle vient se comporter vraiment comme un producteur. Donc là-dessus, il y a peut-être des choses qu'on peut discuter, échanger pour essayer de changer un petit peu, on va dire, les logiques qui aujourd'hui sont utilisées pour faire les calculs, pour intégrer et modéliser nos centrales sur les réseaux. Voilà. Ensuite, il y a, sur ces installations un petit peu plus, on va dire, novatrices ou particulières, il y a quand même le besoin aussi d'avoir des investisseurs qui soient volontaires pour se lancer dessus. Donc ça, c'est aussi important et c'est un point important en tout cas pour les producteurs. Et ensuite, côté, là, c'est plus sur les autres transports. On est pleinement dans des situations de type groupement multiproducteur et aujourd'hui la DTR elle n'est pas forcément pleinement adaptée à ces GMP. Il y a encore des petits écueils qui existent à certains endroits. Donc là-dessus il y a des choses qui pourraient être en tout cas améliorées. Voilà. Merci beaucoup Raphaël pour ces éléments et pour avoir présenté bien en détail un petit peu tous les sujets qu'on allait pouvoir en fait aborder aujourd'hui. Je pense qu'on est assez exhaustif avec cette liste de courses finalement qui peut, je pense, rassembler beaucoup de voix dans la salle. Je vous donne la parole à Mira Belazougi pour échanger notamment et présenter peut-être le côté plus valorisation et marché de ces solutions. Merci Louis, donc bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt le rôle du consultant qui va combiner à la fois la vision du régulateur, du réseau et du développeur et de mettre quelques chiffres pour quantifier cet intérêt vers l'hybridation ou l'ajout du stockage vis-à-vis du réseau électrique. Donc vis-à-vis de l'équilibre technique que pourrait porter une installation de stockage, donc ça c'est clair, on en a un peu évoqué. Il y a également un intérêt économique derrière de rajouter des installations de stockage, notamment pour les petits projets qui seront raccordés au réseau de distribution. Donc si un investisseur nous poserait la question aujourd'hui, quel serait le projet le plus rentable à développer en France, donc forcément ce sera se diriger plutôt vers de gros projets de taille type 50 MW, 100 MW sur le réseau de transport pour bénéficier des économies d'échelle sur le CAPEX de la batterie. Sauf qu'il n'y a plus de place comme on le voit sur la carte. Donc la plupart des postes, la plupart des acteurs l'ont déjà vu quand la carte au stock a été publiée la semaine dernière. Donc il n'y a plus de place disponible pour mettre de grands projets. Il faudra donc innover, replancher vers de nouvelles typologies de projets. Et donc les projets hybrides seront peut-être une solution pour mettre de plus en plus de projets de stockage en France. Donc la première raison, c'est voilà, il y a plus d'espace dans le réseau pour accueillir les grandes installations. Il faudra regarder plutôt peut-être les petits projets. Et la deuxième raison, c'est lorsqu'on développe un petit projet, le CAPEX de la batterie il est très important par rapport à un projet de grande échelle qui sera raccordé sur le réseau de transport, donc le CAPEX par mégawatt. Donc, notamment lié au coût fixe dont évoquait Raphaël Boine tout à l'heure. Donc, la seule solution serait d'augmenter la taille de la batterie, mais comme on est limité à la fois aussi sur le réseau de distribution par rapport à la taille, donc avec la limite des 17 MW,
à un certain moment, on ne pourra plus amortir ce coût fixe. La solution serait peut-être d'anticiper l'ajout d'une batterie lorsqu'on développe un projet renouvelable. Cela permettra donc à la fois de mutualiser le coût de raccordement dont on a évoqué tout à l'heure, mais aussi les coûts fixes, à savoir le coût du poste, les travaux génie civil, génie électrique, qui sont plutôt communs entre les deux installations. Sauf que pour bénéficier pleinement de cette économie, il faudra bien penser de rajouter le stockage lors de la phase développement ou étude du projet renouvelable. Et en dernier, donc c'est un peu le cas en France, mais aussi dans la plupart des pays européens, dans un contexte où on a de plus en plus de prix bas et voire même négatifs, développer un projet, rajouter une installation de stockage améliorera la rentabilité du projet global PV plus stockage que la rentabilité d'un projet PV seul. Donc c'est principalement les 3 premières raisons qui pousseraient les acteurs à regarder de plus en plus le développement de projets hybrides, notamment pour les petites installations. Donc pour essayer de quantifier un peu cet intérêt vers l'hybridation, ce que je voulais faire, c'est plutôt de comparer entre ce que je nommerais un petit projet idéal avec un petit projet idéal en standalone avec un projet en hybride. Donc là, je regarde les différences entre les rentabilités d'un projet de stockage idéal, donc seul, qui se retrouvera en poche injection du Turbo7, donc pour faire aussi le lien avec l'actualité, comme la CRE avait publié les zones entre les différentes poches. Donc un projet de stockage qui sera situé dans une zone injection va forcément bénéficier d'un turb qui sera assez intéressant, lui permettant de en quelque sorte recevoir un certain revenu supplémentaire à travers le turp négatif au moment où la batterie est en train de soutirer pendant les heures de pic de production solaire. Donc là, on part sur une comparaison entre un projet qui, de base, a des avantages par rapport à un projet de stockage seul, par rapport à un projet hybride. Donc déjà, d'un point de vue CAPEX, si on a bien anticipé les choses et qu'on a rajouté ou introduit la batterie lors de la phase étude, donc cela nous permettra d'économiser environ 20% du CAPEX du projet batterie lorsqu'on le développe en hybride comparé à un projet qui sera développé seul. Donc le projet de stockage en standalone va porter à la fois le coût du raccordement total plus les coûts fixes de son CAPEX, alors que lorsqu'on le développe en hybride, donc on pourra considérer, si on adapte le schéma dont évoquait tout à l'heure Christophe, donc on demandera une puissance de raccordement qui fera peut-être la taille de la centrale renouvelable et on rajoutera une batterie. Donc le raccordement peut être considéré comme étant déjà payé par la centrale renouvelable. Et donc à ce moment-là, le projet batterie bénéficiera d'un raccordement quasiment gratuit. Donc ces éléments-là vont permettre de réaliser des économies pour le projet hybride par rapport à un projet seul, stockage seul. Par contre, du fait qu'on aura un raccordement qui sera plutôt inférieur à la taille des 2 installations, ça va forcément impacter les revenus que va capter la batterie. Donc la question qui se pose, c'est que est-ce que l'économie du CAPEX va permettre de rentabiliser ou de rendre le projet hybride plus rentable que le stockage seul. Avant de répondre à cette question, ça serait intéressant de regarder le turb. Comme je le rappelle, on part d'un projet stockage seul, idéal. Donc il va bénéficier de plusieurs économies turb grâce à la poche injection comparée au projet hybride. Même si dans le cas du projet hybride, on a certaines économies turb lorsque la batterie est en train de soutirer au même moment que le projet solaire est en train d'injecter, si on respecte bien le schéma hébergeur-hébergé. Néanmoins, le stockage qui se retrouve en poche injection va payer 32% de moins de turb qu'un projet de stockage en hybride. Par contre, l'économie sur le CAPEX, elle est tellement importante que le résultat global fait qu'un projet hybride sera plus rentable ou aura un TRI
plus élevé que celui d'un stockage qui sera développé tout seul. Donc ce qui est important à retenir, c'est que les grands projets, il n'y a plus de place. Si on veut développer des grands projets en France, on va forcément se retrouver avec soit pas de raccordement, mais s'il est disponible, avec des milliers d'heures de limitation. Sinon, on peut rentrer dans les profils de gabarit, mais il y a beaucoup de concurrence et il y a déjà 13 gigawatts qui sont en file d'attente et attendent d'être raccordés. Donc, il faudra peut-être penser à d'autres types de solutions pour ajouter de plus en plus de stockage dans l'infrastructure du réseau électrique. Et le plus tôt on anticipe l'ajout des installations de stockage, le mieux l'économie sera captée pour les porteurs de projets. Et peut-être un autre levier ou un autre avantage qui pourrait être considéré dans la prochaine tarification pour le TURB, c'est de considérer les projets hybrides ou peut-être avoir une certaine structure comme le stockage en option stockage, le TURB option stockage qui sera peut-être également adapté pour les projets hybrides. Donc, dans ce cas-là, on aura à la fois les deux avantages, à la fois sur les économies de CAPEX, mais aussi d'un point de vue réseau, et ça encouragera de mettre de plus en plus des projets hybrides. Donc, voilà. Ouais, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais donner très rapidement encore tout de suite la parole sans transition, parce qu'on court un petit peu après le temps avec notre départ un petit peu retardé. Je vais donner directement la parole à Christophe Gros, du coup, pour revenir un petit peu sur les perspectives que l'on peut voir sur cette solution, en fait, sur l'hybridation PV plus stockage. C'est vrai qu'on vient d'en parler, il y a pas mal de questions qui se posent. Alors, dans les questions que tu as pointées, Raphaël, je me permets de dire que certaines questions se posent y compris quand on n'est pas hybride. C'est-à-dire, finalement, quand tu as une batterie stand-alone, tu as pointé un certain nombre de questions qui sont communes, mais il y a des questions spécifiques qui se posent dans le cadre de l'hybridation. Nous, ce qu'on retient, finalement, c'est globalement deux grands sujets. Le premier sujet, je pense que je vais te faire plaisir, c'est travailler sur la puissance installée du site. On sait qu'à l'heure actuelle, on a un calcul qui est la somme des puissances des machines de production et du stockage, et que c'est la somme de ces deux valeurs qui doit être inférieure à 17 MW pour rester en HTA. Alors, j'ai choisi les mots. On souhaite accompagner une proposition d'évolution de cette réglementation dans le cas des sites hybrides. C'est-à-dire qu'on voit que ça fait sens de ne pas rester bloqué sur ce 17 MW. En même temps, on pense que ça pose un certain nombre de questions. Alors, tu as tendance à dire que les questions de puissance de court-circuit, de courant d'enclenchement peuvent être maîtrisées. Probablement, mais il y a sans doute une limite. Et dans une réunion de partage, un porteur disait moi, mon projet, ce serait d'installer 10 MW de PV plus 17 de batterie. Alors, je ne sais pas si c'est un lapsus, mais disons... peut-être qu'au bout d'un moment, on est un petit peu au-delà de la limite. Et on n'a pas envie d'avoir une approche qui est, on va tester jusqu'à ce qu'on ait un problème. On aimerait bien rester avant de rencontrer le problème. Voilà, on va assumer un côté un peu prudent. On est sur un système électrique qui est poussé un peu à ses limites. On voit qu'il ne faut peut-être pas dépasser ses limites, parce que ça peut avoir des conséquences systémiques, mais aussi tout à fait locales, sécurité des biens et des personnes. Donc, on a une approche qui va être prudente, qui va être la recherche de cette valeur limite, sachant qu'il est vrai qu'on n'a pas d'études qui nous disent la bonne valeur, ce serait 20,247 MW. Il va falloir qu'on trouve la bonne façon d'adresser ce problème-là. Mais en tout cas, on est prêt à y travailler. Tu as cité l'application du code RFG. C'est vrai que la question se pose. Il faut savoir si on a par exemple 17 MW de PV plus 3 de batterie. Est-ce que tu dis, je vais rester à 17 MW de puissance de raccordement, donc je dois rester seuil B? Ou est-ce que tu dis, non, j'ai 20 MW installés, donc je dois passer seuil C, parce que je suis un peu moins
eh bien, marginal pour le système électrique. Donc, mon impact sur le système électrique, c'est plutôt 20 MW, c'est la puissance installée. La question se pose, il faut qu'on y travaille avec RTE et avec les pouvoirs publics. Et puis le deuxième sujet sur lequel il faut qu'on continue à travailler, ben, ça a été pas mal dit, c'est l'application du TURP en fait. Parce que, Amirat, tu as parlé d'économie de TURP pour un stockage standalone, d'économie de TURP pour un site hybride également, puisque pendant une partie du moment où la batterie se charge, eh bien, elle ne va pas payer de TURP parce que les électrons viennent de la production. Eh bien, le sujet, ce sera notamment en tirant le REX du TURP stockage qui a été mis en place pendant TURP 7, hein, eh bien, de se dire, est-ce que cette économie de TURP, elle est bien le reflet d'une économie de réseau? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que non seulement il y a une subvention croisée, etc., mais disons, ça peut être un biais de régulation qui fait que tu peux développer un business model sur quelque chose qui, eh bien, finalement, n'est pas tout à fait vertueux puisque tu auras une diminution du tarif, mais pas des coûts de réseau. Donc, la CRE est attachée à ce reflet des coûts. Nous aussi, bien sûr. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. On sait qu'on peut s'écarter du reflet des coûts. C'est même prévu dans la loi. Mais disons, il faut qu'on soit lucide là-dessus. Il faut qu'on tire le retour d'expérience pour se dire, est-ce qu'on a un TURP qui est adapté au site de stockage, à la fois standalone et à la fois en hybride? Voilà, c'est les deux sujets, il me semble, majeurs sur lesquels on est prêt à travailler. Il y a plein d'autres sujets, hein. Effectivement. Si on a un site de production qui maintenant produit 2000 heures, c'est quoi la bonne taille du câble? Ça va modifier les abacs, hein, sachant que, vous le savez, un gros câble fait moins de pertes qu'un petit câble. Donc l'optimum collectif n'est pas d'avoir un câble qui soit chargé 8760 heures. Hein, c'est plutôt un cinquième à peu près, hein, l'optimum. Hein. Donc oui, il faudra qu'on revoie nos abacs, mais ça me semble secondaire. Voilà, les deux points qu'on voulait mentionner comme points principaux de suite, en fait, c'est ces deux-là. Hein. La limite de 17 MW et puis l'application du TURP, notamment en REX par rapport au TURP stockage. Merci beaucoup. Et encore une fois, on va donner directement la main à Adrien Manchon pour aussi dresser son état des lieux des perspectives. Merci beaucoup. Alors, peut-être commencer par parler, on a beaucoup parlé, je pense que ça a été évoqué dans toutes les interventions du seuil de 17 MW, parler un petit peu du dispositif de bac à sable réglementaire, donc qui permet pour certains projets d'obtenir une dérogation. Alors la dérogation, elle peut être accordée soit par la CRE, soit par la DGEC, suivant leurs responsabilités respectives. Il y en a 3 en ce moment qui concernent des dérogations à ce seuil, 2 qui concernent des producteurs, donc principalement sur des principes de bridage, et une qui concerne un consommateur, principalement pour une installation de production en autoconsommation. On a déjà un premier retour d'expérience finalement de ces bacs à sable. Le retour d'expérience est positif, c'est-à-dire que finalement, par rapport à ce que disait Christophe Gros, il n'y a pas eu de perturbation dans ces cas-là pour le réseau d'Enedis. Par contre, il y a eu des dépassements de puissance qui ont été constatés, donc ça c'est problématique. Hein. Si on s'engage à ne pas dépasser une puissance, il est important de ne pas la dépasser. Mais au global, on voit que effectivement ça fonctionne et ça n'a pas engendré de perturbations sur le réseau d'Enedis. C'est pour ça qu'en conclusion, ce que demandait la CRE, c'est 2 choses. La première, c'est de voir les cas d'usage. Et effectivement, c'est important de savoir dans quelle situation c'est pertinent. Et la deuxième, c'est de réaliser des études pour voir dans quelle mesure on peut généraliser finalement ce type de dérogation. Donc voir pourquoi on le généraliserait et comment on peut le faire. Et notamment, alors à ce stade, on a beaucoup évoqué le cas des cas d'usage PV stockage. Ce n'est pas des cas d'usage qui ont été testés pour le moment. Donc ça pourrait probablement être l'occasion dans un premier temps peut-être de les tester et voir comment effectivement les règles pourraient être adaptées pour ce type de projet. On n'a pas non plus eu d'expérimentation pour des niveaux de tension inférieurs. On a beaucoup évoqué le seuil de 17 MW, mais on n'a pas évoqué notamment celui du niveau de BTSUP. En termes de perspective, alors j'en ai recensé 3 dans les slides, mais j'en ai évoqué une 4e, parce qu'elle a beaucoup été abordée sur le TURP. Donc la première, celle du seuil de 17 MW sur la question des raccordements. Ce n'est pas de la compétence de la CRE. Ça nécessiterait, 1, d'étudier les conditions pour Enedis, et 2, effectivement, une évolution qui serait de la responsabilité du gouvernement. On a parlé d'appels d'offres flexibilité, et ça, c'est un point important. Ces appels d'offres sont ouverts à l'ensemble des sites, et notamment aux sites hybrides. Et ces appels d'offres, par nature, sont localisés. Ils sont localisés là où il y a des contraintes.
Et s'il y a des contraintes liées au développement de la production PV, des sites hybrides sont particulièrement bien placés pour y participer. Donc pour nous, c'est quelque chose d'assez important de pouvoir aussi également participer à ces appels d'offres qui sont prévus pour se développer. Donc Christophe a rappelé ce côté Enedis. Il y en a également qui vont être lancés spécifiquement sur le réseau de transport, qui constitueront une opportunité supplémentaire. En termes de dispositifs de soutien, donc dans son rapport sur le retour d'expérience des compléments de rémunération et des contrats d'obligation d'achat, la CRE avait proposé de mener une expérimentation avec finalement, pour un futur appel d'offres, hein, pas pour les appels d'offres passés, une moindre compensation des producteurs en cas de prix négatif. Donc ça pourrait être par exemple une franchise plus importante ou une rémunération plus faible pendant ces épisodes-là. L'idée de cet appel d'offres, c'est qu'il serait effectivement particulièrement adapté au PV, au cas d'usage PV plus batterie. Voilà, il y a des discussions en ce moment. Donc c'était une proposition d'expérimentation. On sait qu'il y a des discussions en ce moment sur quelle forme ça pourrait prendre, quel serait l'intérêt, quels seraient les cas d'usage sur ce sujet. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lancé à ce jour. En ce qui concerne le TURP, je pense qu'il y a un point sur lequel j'aimerais compléter finalement la vision d'ensemble. C'est que donc, historiquement, on a un TURP qui repose sur une facturation au sous-tirage et pas une facturation à l'injection. Donc, ce qui amène finalement les producteurs d'une manière générale à payer très peu de TURP et les consommateurs à payer ce TURP. Un site hybride pour une batterie, ça permet déjà de réduire le TURP. Donc là, on avait pris un cas d'usage avec la nouvelle composante tarifaire optionnelle pour les sites de stockage. Mais d'un point de vue général, avoir un site de stockage sur le site de production, ça permet un gain de TURP. Ça, ce n'était pas forcément montré, mais ça, c'est le principe général. Après, effectivement, il y a une nouvelle composante qui sera disponible à partir d'août 2026. Cette nouvelle composante permet effectivement d'avoir le même effet que pour un site hybride, c'est-à-dire de permettre de tenir compte de la contracyclicité de la batterie à certains endroits du réseau. On voit, et ça a été bien mis en évidence, qu'effectivement, on n'est pas sur les mêmes coefficients, parce que le TURP est péréqué, donc c'est le même TURP qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Donc quand on regarde uniquement la composante de sous-tirage sur l'ensemble de territoire, en moyenne, ça a plus un intérêt effectivement de réduire les sous-tirages le matin et le soir, qui sont les pointes nationales. Quand on fait ce tarif spécifique, l'avantage, c'est qu'en moyenne, sur des zones d'injection, où là, on est beaucoup plus centré sur les contraintes PV, et donc on a effectivement un effet incitatif qui est plus fort. Mais au-delà de cet effet, finalement, sur les coefficients, je pense qu'il est important de rappeler que les deux ont la même finalité, c'est-à-dire que dans les deux cas, on arrive à une économie par rapport au régime général. Et peut-être à la fin, juste une conclusion, une ouverture sur l'actualité du stockage. Donc je m'excuse parce que c'est une réunion dédiée au site hybride, mais donc du coup on a beaucoup évoqué cette composante dont les zones ont été publiées le 9 octobre dernier et également parler de la généralisation d'offres de raccordement alternatives pour les stockeurs. Donc il y a eu la publication concomitante de zones à gabarit. Alors c'est le complémentaire de la carte rouge qui a été présentée tout à l'heure, avec à peu près 1 gigawatt de capacité qui ont été mis à disposition par RTE, moyennant des réductions d'injection entre 10h et 18h, et également un travail qui est mené côté Enedis sur les offres de raccordement à modulation de puissance qui pourront être généralisées d'ici le milieu de l'année prochaine. Merci beaucoup pour ces éléments un peu de pré-conclusion sur le propos. Je vous propose maintenant qu'on prenne les questions dans la salle, s'il y en a. Je crois qu'on peut avoir un micro normalement. Voilà. N'hésitez pas à vous manifester après ces longs échanges parfois techniques. Donc juste devant. Bonjour, Baptiste Worms, Société Eolise. Merci pour cette présentation qui était fort intéressante. J'avais une question très pratique sur comment on arrive à dimensionner une batterie par rapport à un parc. Parce que là, l'approche que vous avez présentée, c'était je mets une batterie standalone et je rajoute un parc PV. Je trouve qu'il y a aussi des configurations où c'est l'inverse. On a un parc PV, est-ce qu'on rajoute une batterie? Et dans ce cas-là, la question que je me pose, c'est pour 1 MW de parc PV assez classique, combien je mets de batterie
voilà, moi je ne connais pas grand-chose, donc c'est vraiment les questions qu'on se pose. Et qu'est-ce que ça va représenter aussi sur le terrain, un container, 2 containers, voilà, question très pratique. Alors, très bonne question. Donc Merci. là, pour l'exercice, j'avais fait le choix de prendre une taille de batterie qui fera 50% de la taille de mon parc EPV. Donc si jamais je mettrais une batterie plus grosse que ça va impacter énormément les revenus que celle-ci va capter vu le raccordement limité. Donc pour trouver la taille idéale, forcément, donc là on se base sur des prévisions de prix, sur des modèles économiques, sur une optimisation. Donc on teste plusieurs configurations et on aura une qui va représenter la meilleure rentabilité. Donc là, ça dépend vraiment du profil de production de la centrale, de sa taille et du raccordement qui est disponible pour trouver la taille idéale de la batterie à mettre en place. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Et je pense que on va peut-être compléter aussi, parce que je pense que c'est une question qui intéresse fortement Enedis à l'heure actuelle, si on doit réfléchir à la limite des 17 MW. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre sens, Amira, il y a on peut encadrer un petit peu ces dimensionnements dans certaines valeurs qui peuvent permettre à Enedis d'effectuer les travaux techniques aujourd'hui de dimensionnement et d'acceptation sur le réseau de puissance supérieure à 17 MW? Alors, d'un point de vue intérêt économique, plus on mettra une plus grande batterie, plus ça capte plus de la valeur et ça économise le capex. Mais jusqu'à combien on peut en mettre, ça, je pense que... C'est pour ça qu'on avait lancé un peu un appel au peuple en disant mais dites-nous un peu l'enveloppe de ce qu'il faudrait qu'on étudie. Mais j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas tellement d'enveloppe, quoi. C'est le plus possible, quoi. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on trouve comment approcher finalement ce seuil optimum vis-à-vis de, des contraintes qui pourraient naître tout de même, des contraintes des comptes court-circuit, courant d'enclenchement, etc. Mais oui, je ne suis pas étonné du fait que finalement la réponse ce soit le plus possible, quoi. Voilà, un chantier à poursuivre donc. D'autres questions? Je vois alors déjà au fond il y avait avant et ensuite monsieur après. Bonjour, Lionel Daucher, Société Greenlight. Ma question concerne toutes les installations en autoconsommation, type commerciaux, industriels, dans la gamme 100 à 500, voire 1 MW maximum. Est-ce qu'on peut trouver des modèles économiques sans service système, ou est-ce que ces petites installations peuvent bénéficier d'un revenu service système? Pour les installations en autoconsommation, c'est dans le cadre d'un projet où on rajoutera une batterie derrière le compteur ou... Alors, en France, c'est vrai qu'on n'est pas très avancé sur cet aspect-là, comparé à nos pays voisins, notamment les Belges, etc. On trouve de plus en plus de ce type de projet où on va agréger plusieurs pôles en autoconsommation qui participeront au service système. Mais en France, il me semble que dans le cadre réglementaire ou plutôt certification, on n'a pas encore un cadre très clair qui permettra aux différents acteurs de participer librement au service système. Et un peu, voilà. Parce que dans la question, il y avait est-ce qu'il y a un intérêt économique? Alors ça, j'ai aucune idée. Après, est-ce que techniquement c'est possible? Dans la majorité des cas, c'est possible, hein. Mais disons, il faut que le schéma de comptage soit adéquat et puis après, il faut que les puissances minimales soient atteintes, quitte évidemment à se regrouper au sein d'une entité d'ajustement, etc. Donc, techniquement, dans la majorité des cas, il y a une solution. Après, économiquement, c'est un autre sujet. Alors, pour l'intérêt économique, ça revient toujours à la question des CAPEX. Plus on est sur de petites échelles, de petites batteries, donc forcément le coût sera assez considérable. Et ça sera seulement tenable si on part sur de gros volumes. Et c'est à ce moment-là où ça se regarde. Et c'est encore une fois aussi, il y a le turp qui est aussi cher. Donc ça impacte forcément les modèles économiques. Alors, on va peut-être prendre une dernière question avant de conclure cette table ronde. Parce qu'on arrive à la fin de notre temps de parole. Bonjour, Joseph Fogno, RWE, donc producteur d'électricité. Ma question, c'est que le business model du stockage par batterie, c'est un business model qui est très capitalistique. Donc,
cas de figure qu'on a connu dans l'éolien, dans le solaire ou même dans le nucléaire et qui réclament une visibilité des cash flows qu'on n'a pas aujourd'hui dans le stockage. Et je voulais savoir donc quelle est la vision, dont en particulier la Creux, par rapport à cette question, sachant que la question qu'on se pose, nous, elle est en particulier liée à la question du signal tarifaire. Si on met des heures creuses pour aller déplacer la consommation, c'est une concurrence directe pour les batteries et sur lesquelles, en tant qu'industriel investisseur, on a assez peu de prise. Sur la question de la visibilité, après, je ne me prononcerai pas à la place des porteurs de projets, mais on voit qu'il y a aujourd'hui un développement très important du stockage en France. On a une file d'attente, enfin, on est à peu près à 1 gigawatt raccordé aujourd'hui, 13 gigawatts en file d'attente. Donc il y a des projets qui se développent et il y a un certain nombre de mécanismes de marché. Alors ça peut être la participation au service système, aux réserves, mécanismes de capacité qui permettent de trouver de la rentabilité pour ce type d'actifs. Donc le fait qu'il y ait une rentabilité aux actifs de stockage, ça ne pose pas de sujet. Du point de vue du réseau, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première, c'est que quand ça présente un intérêt localement pour le réseau, effectivement, on peut faire des appels d'offres. Et ces appels d'offres, ils peuvent être pluriannuels. Ça peut être des appels d'offres, notamment celui de RTE, c'était 5-10 ans, qui permettent à la fois de sécuriser pour le gestionnaire de réseau le service qui est rendu et pour leur porteur de projet d'avoir une certaine visibilité sur un temps long. Pour la question du TURP, c'est une autre question. L'objectif du tarif, c'est d'envoyer un signal incitatif en fonction des conditions du réseau à un moment donné. Ces conditions, elles peuvent changer. Par exemple, avant, les heures creuses, c'était plutôt la nuit. Maintenant, on va les mettre plutôt en journée. Et le TURP s'adapte à ces changements. Donc, et c'est ce qu'on avait dit, notamment dans le cas des zones stockage, ces zones pourraient changer. S'il y a des endroits où on est plutôt dimensionné en soutirage, et on pourrait avoir une option plutôt soutirage, mais si on passe après un dimensionnement plutôt en injection, les zones pourront changer dans les futurs tarifs. Donc l'objectif pour nous, c'est plutôt que à chaque zone, on puisse faire un tarif, et c'est probablement, si le tarif a du succès, ce qu'on étudiera aux prochaines générations de tarifs, de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir un tarif, après, quand les signaux sont moins prévisibles, ça mène aux questions de pointe mobile, mais le signal qui va être envoyé va changer en fonction des contraintes du réseau, parce que l'objectif du tarif, c'est de s'adapter aux conditions d'évolution du réseau. Donc il n'est pas prévu d'avoir finalement une sorte de visibilité sur 20 ans au moment où on signe sur les tarifs d'utilisation du réseau, parce que ce n'est pas leur objectif. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va devoir s'arrêter sur cette dernière question. S'il y en avait d'autres dans la salle, n'hésitez pas à me les adresser. Je pourrais voir dans quelle mesure je peux vous répondre ou la faire suivre à nos intervenants. En tout cas, je vous remercie tous les quatre d'avoir pris ce temps pour pouvoir nous répondre. Et à vous tous pour être venus participer et assister à cet atelier sur un sujet assez prégnant aujourd'hui. Merci beaucoup.